quelqu'un qui voudrait avoir ton style de vie et qui aujourd'hui regarde ce podcast ou l'écoute, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour commencer? Voyager léger, Ouais. c'est-à-dire que vraiment, ton sac, c'est ta maison, c'est ce que tu vas trimballer au quotidien. Il faut essayer de prendre le minimum de choses. Et tu te rends compte qu'en fait, ben, pour vivre, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Et que si vraiment il te manque quelque chose, eh ben, sur place, tu trouves. Marine, bonjour. Bonjour Julien. Ça me fait super plaisir de te recevoir à nouveau pour le podcast et pour la vidéo. Ouais, moi aussi, carrément, quasiment 1 an après la dernière fois. C'est ça. Ouais, c'était en octobre l'année dernière. Et depuis, vu ton train de vie, vu ton style de vie, je pense que tu as énormément de choses à nous raconter. Ouh là là. Mais avant ça, si tu pouvais te représenter pour les personnes qui n'auraient pas écouté l'épisode 1, qui auraient fait l'erreur de ne pas écouter le premier épisode. Oui, pas de problème. Alors, donc moi je suis Marine, j'ai 33 ans. J'ai vécu 13 ans dans la région, dans le 06, hein, entre Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, après mes études à Sophia Antipolis à Polytech, où voilà, en génie biologique. Donc j'ai travaillé moi pendant 10 ans dans la recherche clinique sur les tests de nouveaux médicaments sur les patients. Ensuite, j'ai changé un petit peu, je me suis dirigée vers la e-santé 1 an. Et là, il y a eu un moment dans ma vie assez compliqué, une séparation, une dépression. Bref, ça allait pas bien du tout. Et j'ai décidé de tout plaquer. Enfin, ma vie était un petit peu destroy, donc je l'ai vraiment, vraiment envoyé dans tous les sens. Donc j'ai quitté le boulot, la coloc. J'ai mis toutes mes affaires dans ma cave. J'ai loué l'appartement que j'ai à Cagnes-sur-Mer. Et je suis partie un sac sur le dos en mode je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas où. Et là, ça fait 2 ans que je suis complètement nomade et que je travaille. J'ai lancé mon activité freelance dans la facilitation d'ateliers collaboratifs en santé avec plein de super projets qui me font vibrer. Excellent. Et la dernière fois qu'on s'était vu, donc, tu nous avais parlé, tu revenais du Pérou, c'est ça? Oui, c'est ça. Je revenais de 2 mois et demi au Mexique, Pérou, Ah, Mexique, Bolivie. ouais. Un voyage assez incroyable où il s'était passé aussi beaucoup de choses, où j'avais découvert ce que c'était d'être allée au bout de moi-même lors d'une ascension là, d'un 6000 mètres, une mine d'argent, etc. Et donc, oui, je suis arrivée en France en juillet, tout à fait. Et après, d'autres aventures se sont enchaînées. Et justement, alors, tu as beaucoup de choses à raconter. Moi, je te suis, je suis tes péripéties sur LinkedIn et on en parlera tout à l'heure parce que moi, j'adore la manière dont tu as de raconter les histoires, tout ce qui t'arrive, etc. J'ai vraiment l'impression d'y être. D'ailleurs, la dernière fois, tu nous parlais du fait que tu avais l'impression de vivre dans un livre. Et moi, j'ai l'impression de lire justement les chapitres, les différents chapitres de ton livre à chaque fois sur LinkedIn. Et tu vas nous expliquer un petit peu comment tu t'y prends pour raconter ces histoires. Mais voilà, quels sont les pays aujourd'hui dans lesquels tu es allé et puis qu'est-ce qui t'est arrivé, si tu peux nous dire quelques mots sur ça. Ouais. Donc, suite à mon retour en France, je suis allée à Valencia, en Espagne. Alors Valencia, peut-être c'est pas là où je vais développer les anecdotes les plus rigolotes, mais c'était en tout cas très intéressant. J'ai découvert beaucoup de choses. J'ai testé des sports un peu rigolos, du style le bungee fitness, où tu es accroché à un élastique et tu rebondis et tu fais du fitness avec un élastique. Donc ça, c'était assez drôle. Après Antalya, j'ai vécu 4 mois à La Réunion. Okay. Voilà, ça avait toujours été un endroit qui m'avait attirée pour le côté montagne et mer. Donc je connaissais une copine du roller qui au début m'a fait découvrir un petit peu son coin et m'a prêté des habits plus adaptés à la vie réunionnaise. Donc c'était chouette aussi de changer un petit peu d'habits, parce que ça c'est une des galères de la vie nomade, c'est que tu te balades avec 3 t-shirts, toujours les mêmes. Donc ça c'était chouette. Et alors à La Réunion, j'ai fait des randonnées de dingue dans les cirques, des ascensions au volcan le matin, etc. Mais j'ai une petite anecdote, une petite galère, si tu veux que je te Ouais, bien partage. sûr. Alors, c'était
En fait, il y a une copine qui est venue, une copine nomade que j'avais rencontrée à Chypre. Et pendant 15 jours, on a fait de l'itinérance dans toute la Réunion pour explorer, pour visiter, avec une tente et une voiture. Et on avait laissé nos affaires pro, nos ordinateurs, nos fringues pro chez un ancien voisin à moi, en lui disant qu'on rentrait le dimanche pour travailler le lundi. Et le dimanche soir, on arrive, on lui envoie un message, pas de réponse, pas de réponse. Et finalement, il nous répond: ah ben non, mais moi je suis partie en rando 4 jours dans le cirque de Mafat, j'ai pas de double de clé, et là, impossible que vous me retrouviez pour que je vous donne les clés. Bon, ok. Donc là, pas de panique. À chaque situation compliquée, on va trouver des solutions, il faut être créatif. Donc moi, la première idée qui me vient, c'est le lendemain aller à la médiathèque. Donc il y avait une médiathèque où tu pouvais emprunter des postes d'ordinateur. Donc j'ai pu travailler, faire mes meetings de la médiathèque. Mais le lendemain, j'avais un rendez-vous pro avec un directeur du grade de la Réunion. Sauf que j'avais que des baskets de trail ou des tongs et des habits de sport. Et j'étais là, bon, même si on est à La Réunion, c'est peut-être pas très sérieux d'aller faire une interview en tongs. Du coup, j'ai envoyé un petit message à ma copine et aux personnes que j'avais rencontrées en mode help, j'ai besoin de votre aide. Je recherche une jupe et un t-shirt pro et des chaussures, idéalement en 35,5. Assez challenging aussi, ou Ah ouais, 36, 35. voilà, pour pouvoir pour pouvoir aller à ce rendez-vous pro un peu mieux habillé. Et j'ai réussi à trouver, voilà, ma copine réunionnaise m'a donné tout ce qu'il fallait, et j'ai pu faire mon rendez-vous pro pas en tongs. Voilà, donc et après, voilà, on a finalement, le copain est rentré 2 jours plus tôt, et on a pu retrouver nos ordinateurs et nos affaires. Donc ça, c'était à La Réunion. Je sais pas si tu veux après que je continue, si tu Bien as d'autres sûr, et questions. après la réunion, donc. Alors après La Réunion, je suis partie. Ouais. Comment c'est rythmé? Parce que justement, tu fais donc ces balades, tous tes voyages des pays, tu te gardes toujours, c'est programmé un petit peu, les visites et le travail, ou tu fais ça vraiment au feeling, comme ça vient? Pas du tout, c'est vraiment au feeling. C'est-à-dire qu'à La Réunion, j'avais potentiellement un projet qui aurait pu se lancer là-bas, qui finalement ne s'est pas lancé. Mais j'ai rencontré une personne qui faisait de la facilitation graphique et qui m'a proposé de faire une formation en présentiel. Donc j'ai donné une formation en présentiel à des formateurs d'ailleurs, à La Réunion. Donc ça, c'était vraiment pas anticipé initialement. Ensuite, en rencontrant des gens, j'ai pu animer un atelier dans une école, un World Café sur comment réinventer la cour de récré. C'était assez rigolo. Bon, ça, c'était du bénévolat, mais c'était quand même chouette. C'était un projet intéressant. Et après, c'est vraiment en fonction du ressenti du moment, des opportunités. Quelqu'un me propose d'aller faire l'ascension du volcan le mardi. J'ai pas de meeting calé, j'ai pas de choses vraiment prévues. Je dis oui, je vais faire ma rando. Et ensuite, je me remets sur mes projets en fonction. Et à La Réunion, une anecdote aussi incroyable, un matin, donc j'avais une réunion à 13h, et le matin, je suis allée sur un bateau et on a nagé avec des dauphins. Donc vraiment, j'étais dans l'eau, les dauphins sont passés en dessous et on a palmé en suivant un groupe de dauphins. Enfin, c'était magique, mais incroyable. Et en revenant de ce bateau, je suis là, oh là là, dans 5 minutes, j'ai ma réunion, je cours, je me cale à la médiathèque, qui était mon point de repère avec la clim, parce qu'il n'y avait pas de la clim partout, et il faisait vraiment très très chaud. C'était en plein été pour eux. Et du coup, je me cale, je fais ma réunion comme si de rien n'était. Et à la fin, quand même, je leur dis, bon, faut quand même que je vous raconte ce que je viens de vivre, parce que c'était assez incroyable. Et voilà, c'était vraiment, ça fait partie des choses que j'adore dans cette vie nomade, c'est de pouvoir vivre à la fois des choses extraordinaires tout en continuant les projets, en travaillant avec des personnes qui sont basées, peu importe finalement où elles sont basées. Et puis bon, je partage quand même un petit peu
ces anecdotes ou ces expériences comme je peux, voilà, soit à l'oral, soit à l'écrit sur LinkedIn. Et à La Réunion, je me souviens aussi d'une journée où j'avais fait une rando avec des copines d'ailleurs que j'avais rencontrées au Pérou, qui étaient repassées. Ça, c'est marrant aussi de retrouver un petit peu des amis dans différents pays et de revivre finalement un nouveau moment ensemble. Et donc j'avais enchaîné une rando, je les avais amenés à une visite de la maison du cacao. On avait été voir un endroit où ils soignaient des tortues. Et ensuite, j'étais rentrée pour travailler. J'avais donné mon cours de sport parce que je faisais partie d'une association qui se lançait là-bas, Body Art, où on donnait des cours de fitness, de high intensity interval training, gratuitement. C'était vraiment le sport gratuit pour tous. Donc moi, voilà, 2 fois par semaine, je donnais mes cours de sport en bord de plage, avec le coucher de soleil, c'était très joli. Et après, j'enchaîne avec une soirée match d'impro qui était super chouette dans un lieu un peu alternatif à Saint-Paul. Et ensuite, course à fond, je rentre et à 22h, j'animais un atelier de préparation pour un hackathon jusqu'à 2h du matin. Voilà, et là, tu te couches et tu te dis, j'ai passé une bonne journée. C'est des journées assez intenses, mais il faut quand même aussi aimer le fait l'inconnu, le fait que tu sais pas du jour au lendemain, de temps en temps, qu'est-ce qui va t'arriver. Et même par rapport aussi à la partie professionnelle, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui se pose cette question-là. Il y a beaucoup de monde qui se pose cette question-là, c'est-à-dire comment tu fais quand tu es nomade digital, à trouver des clients, à te faire rémunérer, etc. Est-ce que tu arrives à en vivre, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ? Alors là, cette année, on va dire que j'ai eu vraiment une grosse montée d'activité et de chiffre d'affaires. Donc là, ça fait 5 mois que j'ai plus eu le chômage en complément. J'arrive à vivre de l'activité, 5-6 mois même, dont un très bon mois de juin. Globalement, en fait, moi, je fais pas de prospection. C'est des personnes de mon réseau qui me contactent sur LinkedIn et qui me proposent et qui me disent, voilà, je travaille sur ce projet-là et je pense que j'aurais besoin d'aide. Est-ce que tu pourrais pas m'aider à faire quelque chose ? On prend contact, on fait une visio et on monte un projet ensemble. Donc, par exemple, là, ces derniers mois, j'ai pu travailler avec la CPAM sur un projet d'accélérateur de CPTS. Donc, les CPTS, c'est les communautés professionnelles territoriales de santé. Donc, c'est des professionnels libéraux qui se regroupent ensemble en association pour développer un projet de santé et faire des actions en termes de prévention, en termes de parcours patient. Et voilà, ils ont vraiment des objectifs précis. Et là, nous, on les accompagnait à se structurer, à écrire leur projet, leur fiche d'action, leur gouvernance associative, etc. Donc ça, j'ai bossé pendant 5 mois avec la CPAM. Ensuite, il y a une start-up, e-santé, que j'avais rencontrée au hackathon Hacking Health Camp à Strasbourg, auquel je participe chaque année comme coach maintenant. Avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs mois sur des ateliers et des focus group avec des patientes, notamment des patientes atteintes de cancer du sein, pour vraiment co-construire la solution ensemble. C'est une solution autour de l'activité physique adaptée. Donc voilà, moi je co-créais et je facilitais ces ateliers en ligne. Donc ça, je pouvais le faire vraiment depuis n'importe où. Et ensuite, j'ai ponctuellement des gens qui me demandent des ateliers en présentiel. Et là, ça se complique un peu, donc il faut que je choisisse. Est-ce que je dis oui et je rentre, ou est-ce que je dis non, je préfère rester un peu plus longtemps. Et là, typiquement, après la Réunion, donc je suis allée à Antalya, en Turquie. Et je voulais rester au moins 1 mois et demi en Turquie. Sauf qu'au bout de 2 semaine et demie, je crois, j'ai eu une proposition de faire de la facilitation graphique en live avec mon ancienne entreprise sur Hyères.
sur un projet que je connais par cœur vu que j'étais au tout début du projet, hein. C'était l'outil de e-parcours Azure Réseau, hein, pour communiquer entre les professionnels de santé autour du patient de façon plus fluide. Et j'ai beaucoup hésité, j'avoue, en mode « Ah, mais oui, j'adorerais les aider et faire ce projet-là. » Et en même temps, ça me fait partir plus tôt qu'imaginer du pays. Finalement, j'ai accepté. Donc, je suis partie plutôt de Turquie. Je suis allée à Hyères, j'ai fait ma journée de facilitation graphique. C'était une super expérience et je me suis régalée à dessiner en live lors de cet atelier. Et ensuite, du coup, ça a été l'opportunité finalement d'aller ailleurs, dans un autre endroit. Et je m'étais toujours dit qu'au mois de mai-juin, j'irais bien à Madère. Donc, ça a été l'occasion. Donc, je suis partie à Madère, à Funchal, pendant 6 semaines après la Turquie. Ok. Donc, de temps en temps, donc on te propose des prestations en présentiel. Ouais. Et là, c'est vraiment par rapport au projet, à l'envie de faire ce projet, à la rémunération, j'imagine aussi, parce que c'est quand même des frais pour rentrer, et puis pour repartir, etc. Donc, c'est sûr. Oui, c'est sûr, c'est des choses à prendre en compte. Après, moi, c'est surtout, vraiment, c'est l'intérêt du projet. Ouais. Typiquement, là, il y avait un club CPTS, justement, avec les professionnels libéraux à animer en présentiel sur Marseille. Et je me suis, moi, régalée à le co-concevoir avec les collègues de l'ARS, avec une thématique autour de la randonnée. Donc, on a fait tout un storytelling avec un icebreaker, donc un petit jeu de brise-glace au début avec des personnages en rando. « Oh, j'ai pas d'énergie. Oh, je me sens prêt à gravir des montagnes, etc. » tous les parcours patients, je dessinais des montagnes, etc. Il y avait une thématique sur la santé mentale, sur un parcours 10 obésité. C'était autour des thématiques pédiatriques. Et donc, tout le décor de la salle était axé autour de la rando. Et j'avais amené mon gros sac à dos nomade en plein milieu de la salle, qui faisait partie du décor et qui était ma maison. Voilà, donc ça, vraiment, je me suis régalée à animer cet atelier. Et là, au mois de septembre, en général, il y a des écoles de commerce qui me contactent. Et là, je viens d'animer un design sprint dans une école de commerce à Lyon. Donc, c'est vraiment faire apprendre aux étudiants à partir d'une idée. Donc là, ils partaient des ODD, des objectifs de développement durable, dont un qui était sur la santé. Donc, bon, ça me parle bien. Et en 3 jours, ils devaient apprendre à concevoir des personas, comprendre une problématique, identifier un problème, trouver une solution, donc imaginer une application, la prototyper sur un outil Figma, et ensuite créer une landing page pour communiquer et créer un pitch pour pouvoir raconter leurs problèmes et l'objectif. Et moi, j'adore, c'est comme les hackathons, c'est vraiment le côté coaching, donner des conseils, les challenger sur certains aspects, leur donner des tips pour rendre leur pitch vachement plus vivant et percutant. Et ma petite victoire, c'est que parmi les 200 étudiants, l'équipe qui a gagné 2 prix, c'était une équipe que j'ai coachée et qui avait fait finalement, même si leur application était pas la plus aboutie, on va dire, mais leur pitch était vraiment le plus théâtral et le plus drôle. Et en fait, c'est ce côté-là qui a plu et qui a fait qu'ils ont gagné, quoi. Voilà. Excellent. Donc, il y a eu ça à l'école de commerce. Et là, hier, un rendez-vous annuel que j'apprécie énormément faire, c'est avec une école de commerce aussi à Nice. C'est un atelier sur les violences sexistes et sexuelles. Donc, c'est vraiment de la facilitation de ce qu'on appelle un serious game, un jeu sérieux, où les étudiants vont finalement apprendre déjà à reconnaître les formes de violences sexistes et sexuelles, les 9 formes, via un jeu de cartes. Ouais. Ensuite, il y a des situations et ils vont devoir identifier les situations et voir à quoi correspond chaque situation. Et là, des fois, il y a des surprises, notamment sur la notion de viol. Il y a vraiment des étudiants qui découvrent que quand on force quelqu'un à mettre une bouteille dans la bouche pour mimer une fellation, par exemple, dans un jeu d'une soirée étudiante, c'est considéré comme un viol. Et ensuite, donc, ils apprennent des chiffres clés sur ces VSS. Et à la fin, ils doivent faire un jeu de rôle pour mimer les attitudes à adopter, comment réagir face à une VSS et surtout ce qu'il ne faut pas faire.
Et nous, on est là pour leur apporter des informations complémentaires, des billes, des outils pour savoir quelle est la meilleure réaction à adopter quand on est témoin, à minima, d'un acte de violence sexiste et sexuelle. C'est génial, ça, il faudrait que ça soit un peu plus répandu. Complètement, complètement. Alors, c'est leur ambition à cette école d'essayer de l'étendre ailleurs. C'est un projet qui vont essayer de développer parce que c'est vraiment génial et ça devrait vraiment être fait dans toutes les écoles. Hein. Parce que c'est un sujet qui est très qui est d'actualité et qui l'a toujours été, sauf qu'on l'a mis un peu de côté. Mais c'est ce qu'on se disait avant de commencer l'interview. J'ai l'impression que les jeunes sont un peu perdus avec tout ce qui se dit, avec cette cancel culture. Ils n'osent plus rien dire, mais en même temps, il y en a qui se prennent des libertés, évidemment, en pensant que c'est tout à fait normal. Et remettre un petit peu déjà des mots et des compréhensions et des notions derrière tout ça, c'est clair que ça peut aider énormément de personnes. Complètement, complètement. Et c'est rigolo parce que c'est très en lien avec un milieu que je viens de découvrir dernièrement lors d'un festival, qui est le milieu sexe positif ou sexe créatif. En fait, c'est vraiment c'est un mouvement qui promeut la sexualité positive, créative, avec la notion de consentement très présente, très osante. Et donc, il y a également des ateliers qui se font autour du consentement, où à travers de jeux, on apprend à dire non, à identifier ce dont on a besoin, comment dire à quelqu'un, exprimer à quelqu'un ce qu'on aimerait qu'il nous fasse, comment à négocier si la personne veut nous faire quelque chose qu'on n'a pas forcément envie. Et c'est vraiment super intéressant et je pense que ce serait génial si beaucoup plus de personnes pouvaient participer à ce genre d'atelier autour du consentement, justement par rapport à ça et pour détabouifier aussi un petit peu sûr. Tout ça. Voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose de génial qui existe depuis plusieurs années, mais qui n'est pas encore très connu par le grand public. Tu penses qu'il faudrait l'enseigner à quel âge, ce genre d'atelier ? Franchement, la notion de consentement, même au collège, au collège, on a eu des petits cours d'éducation sexuelle là où on met une capote sur une banane, et ça se limitait à ça. Ouais, à ce moment-là, on peut déjà parler du consentement. Et il y a une petite vidéo que j'adore, que j'ai diffusée d'ailleurs hier encore aux étudiants, qui s'appelle Le consentement expliqué par une tasse de thé. Donc vous tapez Cup of Tea consentement. Alors prenez la version 1000 vaches parce que la voix est vachement plus rigolote. Et c'est vraiment génial, c'est le parallèle entre offrir une tasse de thé et demander une activité sexuelle. Et c'est vraiment super bien expliqué et on a toutes les caractéristiques du consentement dans cette vidéo. Donc voilà, le fait qu'il soit spécifique, révocable, donné librement, éclairé et enthousiaste. Voilà, on le comprend vraiment à travers cette vidéo. Et pour moi, ça, c'est une petite vidéo qui pourrait être montrée dès la 6e, dès le collège. Hein. Ouais, bien sûr. Parce que c'est vrai que les modèles, en ne montrant rien, justement, les modèles qu'ils ont, ça va être sur Internet le porno et qui est de plus en plus violent. Et finalement, c'est normal qu'ils soient complètement perdus, quoi. Parce que si personne ne prend la responsabilité, l'initiative, j'ai envie de dire, d'en parler, tout simplement, hein, de briser ce tabou pour dire, ok, c'est un acte complètement naturel. Par contre, comme un peu tout, quand on vit en société, il y a des règles, il y a des choses à faire. Et puis surtout aussi, il y a des manières de se comporter et de communiquer. Je pense que même ce sujet-là, tu abordes la communication, le fait de demander, etc. C'est des choses qui se retrouvent... Encore une fois, on est vraiment dans la thématique multipotentialité et autres. C'est-à-dire que ces domaines-là sont tous intercroisés. Et donc, en parlant de ce sujet-là, on peut aussi l'appliquer à d'autres domaines, même dans le travail, etc. Quand tu demandes quelque chose, plutôt que d'imposer en disant « merci de faire ça pour demain », etc. Mais tout à fait, mais tout à fait. Là, j'étais dans un festival en République tchèque où il y avait beaucoup d'ateliers autour de arriver justement à exprimer les choses. Et en fait, on se focusait sur qu'est-ce que je ressens ? C'est quoi mon émotion là en ce moment ? Qu'est-ce que je ressens ? Et une fois qu'on a identifié notre émotion, on peut savoir de quoi on a besoin et ensuite arriver à exprimer cette demande. Mais en fait, ça rejoint la communication non violente. Hein. C'est j'observe que je me sens, tiens, j'ai une douleur au cou et j'ai un peu froid.
j'aurais besoin d'être échauffée et d'avoir un massage au cou, bah, je te demande, est-ce que tu accepterais de me prendre dans tes bras et de me faire un massage au cou? Et ça, ben, c'est des principes de communication non violente qui peuvent être appliqués dans n'importe quel domaine de la vie, que ça soit en couple, en entreprise, C'est ça. dans la vie de tous les jours. Et Mm. ça, c'est vraiment des notions, mais qui devraient être enseignées à l'école aux plus jeunes, en fait. Parce que c'est tellement naturel et ça change tellement tout. Ouais. D'une façon violente de communiquer en disant c'est ta faute, c'est toi, c'est... Ah, bah, là, quand cette situation se passe, moi, ça me fait peur ou moi, ça me met en colère. Donc, tu te concentres sur tes émotions, qu'est-ce que toi, ça te fait ressentir. Et ensuite, tu dis, mais voilà, moi, ce que j'aurais besoin, c'est d'être assuré, c'est que tu ailles moins vite dans la voiture. Est-ce que tu pourrais ralentir, s'il te plaît? Au lieu de dire, ah, ralentis, tu vas trop vite. Enfin, voilà. C'est vraiment une façon de communiquer qui change tout. Qui change tout. Ouais. Je pense que c'est certaines choses. Après, on pourrait faire tout un épisode sur l'éducation, tout ça, parce que nous, on a une position assez claire chez Cameo par rapport aujourd'hui au système éducatif qui peut-être enseigne des choses qui sont un petit peu soit dépassées, soit pas d'actualité, ou en tout cas, il y a des choses importantes aussi à voir, et dont celle-ci, le fait de savoir tout simplement communiquer. Et je pense qu'on en parlera bientôt dans plusieurs vidéos sur le fait de... C'est fondamental, on ne peut pas ne pas communiquer. On peut pas, si jamais tu me poses une question et que je réponds pas, je t'envoie un signal. Donc d'une certaine manière, je communique. Je te montre peut-être, rien que l'ignorance est un message fort, le fait de t'ignorer, d'ignorer le fait que tu m'aies parlé. Donc ça devrait être quelque chose qui devrait être enseigné. Le fait de pouvoir vivre en société, ça commence par là. Donc ouais, ça c'est clair, tu prêches un convaincu. Et d'ailleurs, justement, en parlant de communication, et tu vas nous parler justement aussi d'autres histoires que tu as, parce que tu as fait plein de pays. Et moi, et encore une fois, je répète, j'adore te suivre sur LinkedIn. Tu racontes toutes ces histoires et de manière vraiment très prenante. Et tu vas nous expliquer comment tu t'y prends. Mais justement, moi, ce qui vraiment me réjouit quand je te lis, c'est que c'est un peu ce dont je parle en atelier. Là, lundi, on a fait un atelier sur le personal branding sur LinkedIn, et on a pas du tout aborder LinkedIn, parce que pour moi le principal c'est vraiment le personal branding, et par personal branding j'entends être authentique et être vraiment toi, pas jouer à un jeu, pas suivre une tendance, pas essayer de faire un hack pour avoir de l'attention. En ce moment les selfies ça marche bien, donc je vais faire un selfie puis je vais raconter une histoire un petit peu creuse pour faire le plus de likes, etc. Moi quand je te lis, et je te prendrai en exemple les prochains ateliers, c'est vraiment voilà, ça c'est moi, et la manière de t'exprimer, le vocabulaire, le ton que tu emploies, tu es exactement pareil dans la vraie vie et dans tes écritures. Je pense aussi à Megan de Wiki Cosmetics, c'est pareil, on l'avait eu au micro aussi, c'est vraiment ça. Dis-nous un petit peu comment tu t'y prends et quel retour tu as justement sur cette communication. Bah, merci déjà, parce que ça me touche beaucoup, parce que j'avoue que moi je suis quand même beaucoup plus à l'aise à l'oral pour raconter des histoires qu'à l'écrit. Et c'est vrai que les posts LinkedIn, ça met un petit peu de temps, même si maintenant c'est un peu plus rapide qu'avant, mais c'est quand même pas quelque chose de complètement naturel chez moi. Mais alors voilà, pour raconter un petit peu comment je m'y prends, déjà, moi je planifie rien en avance. C'est-à-dire que j'écris sur LinkedIn quand j'ai quelque chose à partager, quand j'ai envie de partager quelque chose avec les gens. Je sais que quand on suit des copywriters, des copywriters connus sur LinkedIn, voilà, on nous conseille de faire un plan éditorial, de savoir exactement quel est l'objectif de ton post, est-ce que c'est pour vendre une formation, est-ce que c'est pour parler d'un sujet, à qui tu t'adresses, etc. Et peut-être que c'est bien pour développer le business. Moi, j'avoue, c'est pas du tout mes objectifs, en tout cas. Enfin, c'est vraiment de dire, mais là, j'ai vécu quelque chose que j'aimerais bien partager. Et juste, voilà, j'ai l'inspiration, j'y vais, je le raconte. Ou alors, je viens de vivre un atelier rigolo. Voilà, j'ai envie de partager ce que je viens de vivre, parce que ça peut intéresser aussi d'autres personnes d'utiliser des outils, par exemple, que j'ai testés. Et notamment les petites galères que je partage. Enfin, c'est aussi... parce que, bien sûr, je pourrais dire « la vie de nomade, c'est génial, je vis dans des pays incroyables, des paysages de fou ». Alors, oui, c'est sûr, il y a un côté décor magnifique, mais il y a l'envers du décor, où il y a quand même pas mal de petites galères qui arrivent au quotidien et qu'il faut gérer seul. Et du coup, je trouve que... Voilà, je me dis...
de le partager et effectivement de façon authentique. Enfin, je ne réfléchis pas forcément à embellir l'histoire, à raconter des choses fausses. Enfin, c'est vraiment, tout est réel et tout s'est passé exactement comme ça. Par exemple, là j'ai en tête l'histoire à Gorem. Donc alors après Antalya, j'ai passé 4 jours à Gorem, qui est dans le centre de la Turquie, là où il y a des cheminées de fées et des montgolfières. C'est un spot qui est vraiment magnifique. Et j'étais dans une auberge de jeunesse et je devais faire un meeting très important avec l'ARS ou la CPM, je ne sais plus. Et à 5 minutes du meeting, grosse coupure d'électricité dans mon hostel. Et là, donc plus de Wi-Fi. Bien sûr, j'étais en Turquie, je n'avais pas pris de carte SIM du pays vu que je restais pas si longtemps que ça. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon ordi, je cours et je vais au bout de la rue dans un autre hôtel qui, malheureusement, avait le même problème de panne d'électricité. Bon, c'est pas grave, je me démonte pas, je cours, je fais 700 mètres en sprint, il restait 4 minutes, 3 minutes avant le début du meeting. J'arrive à un autre hôtel, je leur demande « Est-ce que vous avez l'électricité ?» « Ah oui, oui, pas de souci. Oh, est-ce que je pourrais me mettre n'importe où pour faire un meeting qui commence dans 1 minute ? Est-ce que je peux avoir le Wi-Fi ?» Oui, bien sûr. Donc je m'installe dans le hall. Et là, super gentil, il y a un monsieur qui m'apporte du thé turc et qui m'a rempli du thé tout le long du meeting. À la fin, j'en pouvais plus, j'avais envie de faire pipi. Mais c'est pas grave, c'était gentil. Et en plein milieu, il y a une femme de ménage qui débarque et qui me demande « Mais ça vous embête pas si je passe l'aspirateur ?» Bon, alors je la regarde, je dis allez-y. Voilà, je veux dire, c'est moi qui squattais l'hôtel, c'était son métier, c'était son horaire, tant pis. Donc elle passe l'aspirateur au moment où je dois intervenir sur le meeting. Donc je prends l'ordi, je vais aux toilettes, je mets le unmute, je dis oui, tout à fait d'accord, je parle, puis mute, et je reviens m'asseoir. Et en fait, ce qui est quand même très rigolo, c'est que les gens derrière n'imaginent même pas tout ce qui vient de se passer dans les dernières minutes. Et n'imaginent pas non plus que le matin même, à 5h du mat', j'étais dans une montgolfière pour voir le lever de soleil au-dessus de ces cheminées de fées. Et que le soir, après le meeting, j'allais faire un coucher de soleil sur un cheval dans la vallée rouge. Et du coup, voilà, c'est vraiment des choses. Et moi, quand je me couche le soir, je me dis oh, mais t'as quand même vécu des trucs de dingue dans ta journée, tout en ayant quand même travaillé et fait tes meetings pro comme si de rien n'était. Je pense que ça en fait rêver plus d'un quand même. Quand on t'entend parler, raconter tout ça, de faire toutes ces activités, en même temps aussi d'arriver aussi à faire son activité professionnelle et de pouvoir avoir un chiffre d'affaires qui te permet d'en vivre, quoi. Alors le chiffre d'affaires, il est bien sûr très fluctuant, hein. Donc là, il y a des mois, autant le mois de juin, j'ai vraiment énormément travaillé. Autant là, j'ai des ateliers, j'ai pas mal d'ateliers qui sont annulés en octobre ou qui vont se décaler. Et puis surtout, il y a aussi des moments où je dois refuser, entre guillemets, des choses parce que je ne suis pas là et que c'est des ateliers présentiels. Donc ça, malheureusement, voilà, c'est des choix aussi, c'est des choix à faire. Mais et puis, il y a d'autres projets qui se créent et j'ai des clients aussi réguliers qui sont des amis, notamment une association de patients avec qui je développe beaucoup de choses, à la fois sous format vidéo, à la fois des ateliers d'éducation thérapeutique patient. Et avec eux, j'ai vécu une expérience assez géniale au mois de juillet. Donc au mois de juillet, j'étais de retour en France et je suis allée en Bretagne. Et pendant 1 semaine, donc j'ai vécu dans un château au bord de mer à Dinard, donc avec vue mer et vue sur Saint-Malo, pour encadrer un stage ado. C'était des adolescents qui avaient une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique. Et pendant 1 semaine, tous les matins, on animait des ateliers pour leur faire mieux comprendre la maladie et comment mieux la gérer au quotidien, mais de façon ultra ludique. Il y avait des buzzers, il y a des énigmes pour aller chercher les traitements qui étaient planqués dans une autre salle, où il fallait discuter des différences de traitement, faire un pendu pour trouver les éléments du système digestif, les coller,
Il y avait des quiz sur l'alimentation, par exemple. On a fait également de l'art-thérapie, de la sophrologie, de la relaxation, de la méditation pleine conscience. C'est pas évident d'amener ça auprès d'un public jeune comme ça. Mais voilà, c'est pour leur donner un petit peu des clés, des outils qu'ils utiliseront peut-être pas maintenant, mais peut-être plus tard dans leur vie. Et moi, mais je me suis régalée à animer ces ateliers. C'était juste incroyable, à transmettre l'énergie, à leur faire des jeux de connaissances. Je fais des ateliers aussi de mouvement de culture. Donc c'est un peu de l'activité physique, mais de façon assez ludique. Et c'est pas voilà, avec des balles, de la coordination, l'équilibre. Enfin, c'est vraiment assez complet comme activité. Et je me suis vraiment sentie ultra alignée dans ce projet-là, dans cette mission, et c'était incroyable. Ils ont fait un slam aussi à la fin du séjour où ils ont raconté un peu le vécu de la maladie et le séjour. Et c'est ultra émouvant. Enfin, moi, j'écoute ce slam et je me dis, mais voilà, ça a du sens, là, ce projet-là et ce que je fais. Et c'est juste génial. Et l'après-midi, ils avaient des activités acrobranche, kayak, bateau, plage. Et c'est toi qui conçois ces ateliers de A à Z et après qui les anime, c'est ça? Alors, je les co-conçois. Je ne suis pas toute seule. Je suis avec Eric Valaise, qui est un patient expert de l'association de l'AFA, l'Association François Petit, plus une petite équipe avec une diététicienne, Isabelle, et tout ce qui est sophrologie, art-thérapie, ça, c'est des professionnels qui interviennent, qui étaient là en visio. Et moi, ouais, j'ai aidé Eric à vraiment construire les ateliers sur la maladie, les traitements, à animer celui sur l'alimentation avec Isabelle, etc. Donc nous, on crée ça sous format mural, mon outil collaboratif en ligne. Et après, on a imprimé des grands panneaux, etc. Et j'ai créé le petit outil de feedback que j'appelle le kiffomètre. Le kiffomètre, où tu as une partie qu'est-ce que j'ai kiffé, et de l'autre côté, quelles sont les idées pour améliorer le kiff. Et au milieu, tu as un bonhomme pas content en bas et un smiley content en haut, et ils placent une croix pour savoir leur niveau de kiffitude à la fin de chaque atelier et à la fin du séjour global. Ok, et tout à l'heure, tu as employé le mot justement aligné, vraiment, tu te sens, est-ce que c'est ton quotidien aujourd'hui, tu te sens aligné par rapport à ton style de vie, par rapport à ton activité? Ah bah clairement, j'ai l'impression de vraiment, quand je travaille sur des projets comme ça qui me font vibrer, enfin, j'ai pas l'impression de travailler en fait. Enfin, je prends tellement de plaisir à réfléchir, à concevoir, à construire, à animer, que pour moi c'est juste, enfin, c'est génial quoi. Et c'est vrai que quand on me dit ah mais t'es tout le temps en vacances ou tu, enfin, j'ai du mal à faire la distinguo en fait entre vacances, travail, parce que ça dépend des moments. Il y a des moments, bah oui, j'ai passé une semaine de colonie de vacances du coup en stage ado. C'est des vacances, c'est du travail. Bah, j'ai travaillé un peu, mais en même temps, j'étais dans un cadre assez génial. J'ai fait de l'acrobranche, j'ai fait des activités. Enfin, et en fait, tout est mélangé. Enfin, moi, je dis, je vis. Je ne suis pas en vacances, je ne suis pas dans le travail 100%. Je fais les deux. Et oui, là, et je voyage, et je rencontre des gens, et j'explore, et j'expérimente des choses. Et je me sens, mais oui, beaucoup, beaucoup plus alignée qu'avant. Même si c'est quand même éprouvant comme rythme de vie, et qu'il y a des moments où mon corps me donne des gros signaux forts pour me dire mais stop, arrête, pose-toi un moment. Voilà. Mais sinon, oui, clairement, là, je me sens vraiment en phase avec moi-même. J'ai envie de faire, en fait, c'est écouter ses envies. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de développer un projet. Mais allez, on y va, on teste. Et puis, pire, ça marche. Il y a plein de projets et plein d'idées qui verront peut-être jamais le jour, hein, parce que ça pop tout le temps. Mais en tout cas, j'essaye et j'ose les tester pour certaines. Et puis, j'ai des super belles surprises la plupart du temps. Est-ce qui t'a fait comprendre ça, justement, ce besoin, dis-moi si je me trompe, un besoin de mouvement quand même, de découverte, de nouveauté, de transmission aussi, parce que tu es beaucoup évidemment dans l'atelier, tout ça.
C'est le voyage, c'est ce style de vie, ou est-ce que déjà tu avais, avant tout ça, tu avais déjà identifié certains de ces besoins qui étaient primordiaux pour toi? Mmh. Alors, avant tout ça, avant le Covid même, j'avais, fait un coaching avec, une coach vraiment super qui m'avait fait travailler sur mon ikigai. Hmm. Donc l'ikigai, tu sais, c'est l'outil avec les 4 cercles, ce que j'aime faire, ce en quoi je suis douée, ce dont le monde a besoin et ce en quoi je peux être payée. Hmm. Et à l'époque, j'avais déjà identifié, ce que j'aimais, enfin et j'avais des mots-clés, j'avais, animation, Hmm. pour, transmettre des choses de façon ludique, punchy. J'avais innovation, c'était, voilà, la créativité, le côté trouver des solutions à des problèmes et santé. Parce que la santé, c'était quand même le domaine qui, pour moi, qui fait presque le plus sens, et voilà, quand on est en bonne santé, on peut faire tellement de choses dans la vie. Hmm. Donc faire en sorte que les gens, soient en bonne santé, c'est pour moi la chose la plus importante finalement. Même si c'est lié bien sûr à l'environnement, et à l'alimentation, enfin il y a beaucoup de choses qui sont Bien sûr. connectées autour de la santé. Mais du coup voilà, la santé au sens global, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. C'est un peu ton fil rouge finalement. Ouais, Tout ce qui tourne autour de la santé. ouais. Et après, peu importe la forme que ça prend, enfin, peu importe, mais en tout cas, il y a toujours ce C'était fil vraiment ces conducteur. 3 mots qui étaient ressortis: animation, innovation, santé. Hmm. Et en fait, là, dans tous les projets que je fais, plus ou moins, on retrouve un petit peu ces éléments. C'est de l'animation d'atelier, en santé. Hmm. Voilà, des projets, que ça soit avec des médecins, avec des startups, avec des assos de patients, avec des labs pharma. J'ai animé aussi des focus group pour des labs pharma. C'est quand même dans un objectif d'améliorer la qualité de vie de patients. Hmm. Après, de plus en plus, je me tourne un petit peu, je m'ouvre vers tout ce qui va être médecine complémentaire, tout ce qui est justement méditation, pleine conscience, hypnose, art-thérapie. Ouais. Et c'est vrai que l'art-thérapie, c'est aussi un des projets, là, je ne sais pas si tu veux que je te parle Bien un sûr. petit peu d'un des projets actuels. Alors en fait, donc à Chypre, je t'ai dit que j'avais rencontré une copine, Catherine, qui fait du hula hoop, qui voyage avec des hula hoop, avec qui on a fait des ateliers fun stretch, hula hoop, etc. Et qui lançait depuis peu des ateliers de boobs painting. Donc le boobs painting, c'est de la peinture sur sein. Et donc j'ai participé à un ou deux ateliers avec elle, à La Réunion et à Barcelone. Et j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que c'est des ateliers vraiment, alors uniquement entre femmes, où on va parler de questions autour du rapport au corps, de la relation à soi. Enfin, on va vraiment arriver à se reconnecter à son corps et aux autres, à discuter de sujets qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aborder dans d'autres contextes et développer sa créativité parce que même si initialement on se dit mais moi je ne sais pas peindre, et ben en fait on se rend compte qu'on étale une première couleur, puis une deuxième, et à la fin on arrive à un résultat. Donc en fait on a décidé d'essayer d'élargir, on va dire, ces ateliers, parce qu'à chaque fois les personnes qui participaient disaient mais c'est génial, j'ai envie de l'amener dans mon pays et de développer ça. Donc là, il y a une idée de développer une communauté de boobsters avec un template de format d'atelier, donc une construction d'atelier avec le cadre, le déroulé, les premières parties, parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez construit en mode, voilà, après le cadre et l'explication du contexte, il y a un tour de table pour expliquer un petit peu ses peurs, pourquoi on est là, son intention. Ensuite, il y a une partie de peinture. Il y a une partie finale de méditation dans l'obscurité avec de la musique méditative où on est plusieurs à finaliser, à peindre une seule personne. Et pour celle qui reçoit, c'est assez fou en fait de recevoir pleinement de l'attention sur son corps de façon non sexuelle. Et puis la sensation des pinceaux aussi sur les seins, sur des zones plus ou moins sensibles, au niveau des tétons par exemple. C'est assez intéressant de ressentir ça. Et pour la personne qui peint, c'est aussi challenging parce qu'elle doit accepter à la fin que 3 autres personnes finissent et rajoutent des détails sur son résultat. Et avec cette petite appréhension de
qu'est-ce que ça va donner? Et au final, le résultat final est toujours plus beau avec la fin collective que ce qui était fait initialement. Et quand les filles se découvrent après dans le miroir à la fin de la session, il y a toujours un côté waouh, waouh, mais il y en a qui disent mais j'ai redécouvert à quel point mais en fait j'ai des beaux seins, mais c'est trop beau. Et d'avoir ces phrases à la fin, on fait un cercle de clôture au final avec voilà, qu'est-ce que tu en as pensé, un petit mot de la fin. C'est juste assez incroyable les verbatims des participantes. C'est émouvant, il y en a qui ont des larmes aux yeux, ça fait ressortir des choses profondes et c'est juste incroyable. Et ça, on a fait ça à Antalya, en Turquie. Et je me souviendrai toujours de cette Turque qui nous racontait qu'elle ne pouvait pas mettre un décolleté pendant des années avec son mari parce que t'as pas le droit. Et que là, à la fin de l'atelier, ça, on a fait dans la rue, juste avec une petite veste, donc les seins peints, les seins nus. Elle s'est filmée avec un regard en mode, vous voyez, je suis dans la rue, les seins à l'air, quoi. Mais parce que j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon corps. Et c'était juste, mais waouh, c'était trop fou. Et du coup, donc de ces ateliers, alors moi j'ai eu l'occasion d'en refaire un toute seule en République tchèque, qui a aussi énormément plu. C'était vraiment, vraiment chouette. Et j'ai introduit donc le milieu de la santé, j'ai ramené un petit côté prévention, cancer du sein. Ouais. Donc en fait, en début d'atelier, il y a un petit temps d'échange où on raconte, où j'explique un petit peu comment se palper et s'auto-palper pour faire de la prévention cancer du sein. Donc ça met une petite graine dans les esprits des différentes personnes. Et là, le projet, en ce moment, on va tester ça auprès d'un public de femmes qui ont eu un cancer du sein. Donc qui ont complètement une image de leur corps qui a été vraiment, qui est très compliquée dû cette expérience avec la maladie. Et l'idée, c'est vraiment un atelier pour se reconnecter avec son corps et se réconcilier avec son image de soi. Donc voilà, ça va être challenging, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine. Et on a tellement hâte avec Catherine de faire cet atelier. Voilà. C'est génial d'entendre tout ce que ça fait intervenir finalement. La découverte de son corps, l'acceptation de soi, l'univers artistique aussi, la prévention, le côté... C'est génial, quoi. C'est incroyable comme projet. C'est fantastique. Et c'est vraiment sortir hors de sa zone de confort, parce que la plupart des filles, au début, elles disent « mais moi, jamais je pourrais mettre topless dans un groupe de filles. » Et ça, c'est aussi quelque chose de challenging pour la plupart, de lâcher prise et vivre une expérience un peu différente, voilà, oser. Ça fait penser, j'ai une amie qui me racontait qu'elle avait commencé à poser nue il y a quelques mois et que ça avait été une expérience qui était fantastique et qu'elle continue à le faire parce que justement, ça a fait intervenir tout ce que tu disais, tu vois, l'acceptation de son corps, se revoir, se replaire, se réapproprier son corps et se dire mais je suis belle et je suis bien et il y a des gens qui me peignent et c'est magnifique, tu vois, chacun à sa sauce. Et ça me fait vraiment penser à ça, tu vois, vraiment ce côté fort. C'est libérateur. Libérateur, ouais. Moi, ça me fait penser aussi à quand j'ai commencé la danse, tu vois. Quand j'ai commencé la danse, je me suis réapproprié mon corps parce que je savais pas trop comment bouger, je me sentais vraiment gauche, etc. Et vraiment me sentir plus libre dans l'expression de soi et dans le fait de pouvoir exprimer aussi la musique par son corps. Et c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir se dire, ok, sentir pas en mode automatique et vraiment de sentir que tu es, voilà, que tu existes et que c'est ok, quoi. Ouais. Ça, c'est génial, ouais. Complètement. Donc voilà, ça fait partie de mes projets futurs de développer ça un petit peu partout et surtout la peinture, je l'ai toujours dans mon sac à dos. Donc en voyage, dans n'importe quel endroit, essayer de rencontrer des filles, essayer de monter des ateliers de wood painting un peu partout. C'est ce que fait actuellement ma copine Catherine. Donc c'est génial. Et l'idée, après on prend des photos et des petites vidéos de 30 secondes. Et peut-être qu'un jour on fera une expo géante avec toutes les photos de seins peints du monde entier, les petites vidéos. Voilà, donc ça, ouais. Donc ça c'est un des projets, les ateliers Boost Painting.
Et après, les ateliers Sexpo avec le consentement et autres, c'est des projets futurs. Ouais. Mm. Disons, vraiment des beaux projets et finalement qui tournent vraiment autour de ton fil rouge et qui répondent à ton besoin aussi d'innovation, de nouveauté, etc. Quoi. C'est top. Et ben, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai lu pas mal de tes posts et il y a des fois où tu es en galère et on voit aussi l'entraide qu'il peut y avoir. Quoi. Comme là, tu as parlé en Turquie, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'en France, surtout après le Covid, j'en parlais avec un restaurateur, qu'il y a une sorte de tension, d'animosité parfois, même de quelques personnes qui ont eu aujourd'hui des modèles de faut se méfier de l'autre, etc. Et c'est très très triste. Mais toi, tu as eu vraiment une expérience et je pense que évidemment, tu n'es pas toute seule, mais c'est un peu le message que j'ai envie d'envoyer aussi, c'est que quand on demande et quand on est avenant et quand on est bienveillant, on rencontre de la même manière. Il ne faut pas attendre que finalement la société change et que les gens s'orientent pour l'être soi-même. Quoi. Donc, est-ce que tu peux nous raconter justement une petite anecdote sur ça? Ouais, alors effectivement, je peux te raconter une anecdote sur le oser demander de l'aide. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel. Et moi, j'osais pas au début demander de l'aide. Et c'est vrai qu'au fil de mes expériences nomades, je me suis retrouvée dans des situations un peu galères. Et maintenant, mais j'ose demander de l'aide. Donc, j'ai osé demander de l'aide à ma copine pour trouver des chaussures pour me dépanner. Mais j'ai une autre anecdote en Suisse. Alors en Suisse, il s'est passé 2 choses. Là, dernièrement, j'étais en Suisse au mois d'août. J'avais un... Alors, je suis arrivée dans une ville avec mon gros sac à dos. J'étais à Berne, en sachant que j'allais pas rester dormir là parce que les tarifs des nuits en Suisse ne sont pas compatibles quand même avec, avec mon budget. Mais je voulais absolument visiter Berne. Et là, je me suis dit, bon, tu as 2 options. Soit tu te trimbales ton sac de 15 kilos toute la journée, mais voilà, au bout d'un moment, tu vas avoir mal au dos. Et ensuite, tu te poses à un café, mais du coup, tu n'auras peut-être pas pu explorer tout. Soit tu trouves une solution pour poser ton sac quelque part. Mais tu connais personne et il n'y a pas de consigne à la gare. Du coup, j'ai osé rentrer dans un hôtel, un bel hôtel, un hôtel 4 étoiles. Je suis allée à la réception et j'ai demandé avec un sourire au réceptionniste, bonjour, voilà, je ne suis pas cliente de votre hôtel, mais je voulais juste savoir si c'était possible par hasard de laisser mon sac à dos quelque part pour pouvoir visiter la ville librement. Et le réceptionniste, mais grand sourire, mais bien sûr, avec plaisir, il me donne un jeton, il met mon sac à la consigne et il me dit, vous pouvez passer quand vous voulez. Voilà. Et là, je suis ressortie, je me suis dit, en fait, c'est tellement facile, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'auraient même pas imaginé pouvoir oser demander ça parce qu'on n'est pas client de cet hôtel, donc je ne peux pas. Et ça me rappelle un livre que j'ai lu cet été aussi de Laurent Gounel. Ouais. où l'histoire, c'est un homme qui est à Bali, qui rencontre un sage. Et en challenge, il doit obtenir dans la même journée 5 noms. Et en fait, donc il essaye de trouver les demandes les plus compliquées possibles, etc. Et à chaque fois, les personnes arrivent à répondre à sa demande. Et il arrive pas à obtenir de nom. Et il se dit, mais c'est juste pas possible. Les gens, en fait, sont contents de l'aider, de lui apporter de l'aide. Mais c'est vrai. Les gens, en fait, apprécient pouvoir aider. Et ça leur renvoie quelque chose de positif et ils sont contents. Et par exemple, ça me rappelle une deuxième anecdote en Suisse où donc j'ai retrouvé un copain que j'avais rencontré à Valencia d'ailleurs, qui habitait Annemasse, qui m'a laissé son appart pour le week-end. Donc voilà, il n'était pas là, il m'a laissé sa clé, son appart. Moi, je vais faire un petit tour de course à pied autour d'une rivière. Je vais dans un parc, je fais un peu mes séances d'abdos. Et au moment de rentrer, où sont les clés? Et là, petit moment de panique quand même, en mode, attends, zen. Les clés, je sais que je les ai gardées tout le long de la course à pied dans la main. Elles doivent être pas très loin. Je regarde dans l'herbe, pas de clés. Je commence à ratisser l'ensemble du parc, parce que bien sûr, j'étais allée chercher un peu des trèfles à 4 feuilles un peu partout.
Donc je ratisse le parc, je trouve pas, 45 minutes, 1 heure. Il y a, enfin, au bout d'une demi-heure, il y a, un papy qui vient et qui me dit: «Mais qu'est-ce que vous faites?» Je dis: «Bah, voilà, je cherche mes clés, enfin, en plus, c'est pas les miennes, c'est celles d'un ami qui me les a confiées, il faut absolument que je le retrouve». Il y a une deuxième personne qui se joint à nous et qui commence à chercher dans tout le parc. Et au bout d'un moment, je me dis: «Bon, je vais retourner sur le sentier où je viens de courir. Je sais pas, peut-être qu'elles sont tombées». Donc je laisse mon numéro de téléphone, au papy. Je commence à courir. Je vais tout au bout, bien sûr, pas de clé. Et là, je sais pas, c'était 1 heure et demie. Au bout d'1 heure et demie, je reçois un appel. Et là, le papy me dit: «Ça y est, on les a trouvés!» Et donc, je suis revenue, mais en mode tellement soulagée et tellement reconnaissante. C'est-à-dire que c'est des gens que je ne connaissais pas, qui pendant 1 heure et demie ont ratissé le moindre centimètre carré d'un parc, alors qu'ils avaient sûrement mieux à faire pour un dimanche après-midi, pour retrouver les clés. Hmm. Et ils étaient mais tellement contents de les avoir trouvés. Et finalement, enfin, voilà, je me dis, mais c'est dingue. Et je leur ai même pas demandé. C'était même pas une demande. C'est vraiment spontanément. Ils sont venus m'aider et ils ont donné de leur temps pour aider quelqu'un en difficulté, en galère. Voilà. Et ça, en fait, mais tout au long de mes voyages, je me suis rendu compte que l'humanité, enfin, les gens sont quand même sont très gentils globalement. J'ai toujours la question de personnes qui me disent: mais t'as jamais peur? Mais tu tombes jamais sur des gens bizarres qui te veulent du mal? Mais je leur dis: mais non. Mais en fait, jamais. Vraiment, hein, c'est sincère. Je ne suis jamais tombée sur des personnes qui étaient mal intentionnées ou qui... Alors, je sais pas si c'est le fait d'être ouvert, de justement pas renvoyer de peur, parce que j'ai vraiment aucune peur. Enfin, je ne renvoie... J'ai pas la sensation d'avoir peur de quoi que ce soit. Ouais. Et peut-être le fait de renvoyer du positif, de la joie, je souris, etc. Finalement, les gens qui viennent à moi, entre guillemets, sont aussi un peu sur la même énergie. Et la plupart, tous les gens que j'ai rencontrés étaient bienveillants et beaucoup m'ont aidé finalement. Voilà, donc ça c'était des petites galères qui se sont bien finies, heureusement. Mais t'as toujours été comme ça? Est-ce que j'ai toujours été comme ça? Alors, j'ai toujours eu un côté optimiste, quand même, à voir les choses du bon côté. Après, j'avais quand même tendance à m'énerver rapidement. Vraiment, à être un peu plus énervée, en mode moins zen. Et là, c'est assez récent que j'arrive à souffler. Et quand il y a une situation compliquée, délicate qui arrive, me dire: attends, ne panique pas. Ça sert à rien de faire augmenter le stress, de pleurer, de crier, respire, zen. Tu sais bien que tu vas finir par trouver une solution. Et c'est pas en paniquant que tu vas avoir les idées claires pour la trouver. Donc ça, c'est récent. C'est vraiment assez nouveau. Et je l'ai expérimenté plein de fois, plein de galères différentes. Hein. Et même là, dernièrement... alors, j'ai eu quand même 2 grosses galères matérielles, on va dire. Je me suis fait voler mon ordinateur portable. Donc, ma vie pro... Tu vois que t'es tombée sur des méchants. Ouais, quand même, j'avoue, je suis tombée sur des méchants 2 fois. 2 fois à 4 mois d'écart. La première fois dans un train, Strasbourg-Marseille. Moi qui lisais pour la France. Voilà. Okay. Et la deuxième fois, là, il y a une semaine, dans un festival, c'était un festival sensuality, dans des yourtes, au milieu de nulle part, dans la campagne de République tchèque. Et en fait, de nuit, le camp a été cambriolé par des gens qui avaient repéré en avance les choses et qui sont allés récupérer dans les tentes où les gens dormaient les clés, ouvrir les voitures et récupérer tout ce qu'ils pouvaient dans les tentes et les voitures. Et donc, je me suis à nouveau fait piquer mon ordinateur tout neuf. Voilà. Donc, bon, voilà, tu te réveilles, t'es pas forcément très bien. Et tu relativises à nouveau et tu te dis, ok, c'est sûr que ça fait chier, mais c'est que du matériel.
J'ai toutes mes photos et tout le côté pro qui est en ligne. Je n'ai plus rien sur l'ordinateur. J'ai tout sur des drives, vraiment. Ça, c'est un des apprentissages aussi que j'ai eu. Et j'ai vraiment plus rien sur l'ordinateur qui n'est pas sur le drive. Ensuite, alors le lendemain, donc je suis allée visiter un commissariat tchèque. Voilà. Le lendemain, je marche dans la forêt et je m'empale violemment sur un bâton de bois qui me fait saigner beaucoup au niveau du tibia. Donc je visite les urgences d'une autre petite ville, République tchèque, Písek. Et le surlendemain, je chope une grosse angine et une grosse gastro, une bactérie qui traînait dans l'eau. Bref, 3 petites galères consécutives où je me dis, mais est-ce que l'univers m'envoie des signes pour me faire passer un message ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne sert à rien de se morfondre et se dire « Oh là là, tout va mal, etc. » C'est comme ça. Il faut bien qu'il y ait des choses un petit peu plus compliquées qui arrivent quand le reste du temps, il se passe des choses complètement folles et complètement positives. C'est pas grave en soi, je veux dire, c'est pas... Et surtout, j'essaye de transformer ça en expérience. C'est-à-dire que mon expérience au passage des urgences en République tchèque, je l'ai écrit dans un post d'ailleurs, parce que du coup, j'ai vécu le côté expérience patient, qui est aussi un de mes domaines qui m'intéresse énormément. Et c'était assez génial parce que je suis arrivée aux urgences et en fait, il n'y a pas une salle d'urgence comme en France, mais on va directement dans le service concerné. Donc moi, je suis allée en chirurgie orthopédique, j'ai sonné à la porte où il y avait écrit urgence et une infirmière est venue immédiatement et j'ai été prise en charge par un médecin au bout de 1 minute. Et donc, j'ai absolument pas attendu et on m'a recousu au bout d'1 minute. Je me suis dit, wow, c'est quand même assez dingue. Alors, il n'y a pas de conclusion à tirer. C'était une petite ville en République tchèque. Je ne sais pas comment ça se passe dans les grandes villes. Je ne sais pas si c'est comme ça dans toute la République tchèque. Mais, et puis, c'est pas pour critiquer le système français non plus. Mais en tout cas, c'est... une expérience finalement d'une expérience très négative de blessure, j'arrive à partager quelque chose aux gens autour de thématiques qui me passionnent sur l'expérience patient. Et ça, tu le fais au fur et à mesure par rapport aux histoires que tu vis, ou est-ce que tu notes les histoires que tu vis pour pouvoir les rédiger plus tard ? Comment tu t'y prends ? Non, alors je le fais vraiment au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'il se passe un truc, je me dis tiens, ça pourrait être intéressant à raconter, et le lendemain j'écris un post. Okay. Après, tout ce que je vis, j'avoue que j'ai un Google Doc, pour pas oublier, où je note des tirets, des fois des petits textes un peu plus construits, mais où je note au fil de l'eau les choses assez folles qui m'arrivent, parce que sinon, il se passe tellement de choses que voilà. Et des fois, quand je vais voir des amis et que je leur raconte, je reprends mes notes. Et pendant la dernière fois à Paris, j'avais pas vu un ami depuis 6 mois. Je lui ai raconté mes histoires pendant 4 heures. Mais ça a duré 4 heures. Il était là, mais c'est mieux que toutes les séries Netflix et que tous les films. Genre popcorn. Et moi, je lui montrais les photos et je lui racontais toutes les anecdotes les plus dingues, les plus rigolotes, les plus inattendues qui me sont arrivées depuis les derniers mois, quoi. Tu vois, ça reprend un peu ce que je disais lundi par rapport à l'atelier, c'est que avoir justement un support écrit où tu vas noter tes anecdotes, même celles passées, parce que c'est vrai que moi, par exemple, l'exercice, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, finalement, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps, il a fallu se rappeler un petit peu les choses que j'ai vécues, les leçons que j'en ai tirées, pour pouvoir, pourquoi pas, après le raconter, pour illustrer certains propos. C'est pas dans le sens exhibitionniste, regarder comme je suis, mais c'est juste, on retient par les histoires. Donc, d'une manière ou d'une autre, trouver un système pour se rappeler de ces histoires et pour pouvoir aussi les construire, parce qu'il y a une manière aussi de construire les histoires, évidemment. Tu vois, si jamais on les rencontre n'importe comment, c'est pas intéressant. Mais voilà, c'était intéressant justement de savoir que tu as un Google Docs et ça te permettra même à terme, pourquoi pas, d'écrire ton bouquin, quoi. Peut-être. Il y a plusieurs personnes qui me le demandent, qui me disent mais quand est-ce que tu écris ton bouquin pour raconter toutes tes histoires ? Et effectivement, ce serait un projet juste génial et j'adorerais le faire. Maintenant, j'ai l'impression de tellement continuer à vivre tout le temps des nouvelles trucs, des nouvelles choses.
et de jamais vraiment me poser un moment pour... en fait, voilà, il faudrait que je trouve juste un moment et de me dire, bon, là, pendant 4 mois, je suis à un endroit, je ne bouge pas et je fais que ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à trouver le moment et je préfère continuer à vivre mes aventures au fil de l'eau. Et c'est compliqué de raconter, sous forme en tout cas d'un bouquin en même temps que continuer à les vivre. Donc c'est pour ça que là, pour l'instant, je fais des petits posts LinkedIn et pour le côté perso, je partage un peu des photos sur mon Facebook pour mes amis et sur mon Polar Step, qui est une petite application de voyage où tu peux suivre les différents endroits, les différentes villes par lesquelles tu passes, tu mets tes photos et tu peux écrire un petit journal de bord si tu veux. Voilà. Et certaines personnes peuvent suivre un petit peu et voir où je suis dans le monde en ce moment. Ouais, voilà. J'avais un ami qui avait fait ça. Et c'est quoi la suite justement? Parce que tu parles... Là, tu ne planifies pas de te poser, donc tu vas repartir sur les routes bientôt. Ouais. Alors, si tu veux, je te raconte juste les destinations que j'ai faites depuis la dernière, parce qu'on s'est arrêté qu'à Antalya. Donc, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai vécu à Valencia, 4 mois à La Réunion, 3 semaines à Antalya, Gorem, Istanbul. Ensuite, je suis repassée à Hyères pour de la facilitation graphique. J'ai vécu à Madère, 6 semaines. Incroyable, Madère. J'ai énormément aimé cette ville, cette île. Communauté de nomades aussi assez dynamique. Ensuite, je suis passée à Porto. J'ai vécu quelques jours à Porto avec un pilote d'avion qui m'a fait faire du surf. C'était très sympathique. Ensuite, à Marseille pour un club CPTS. Je suis retournée à Nice, Barcelone. J'ai fait le festival Nowhere dans le désert espagnol. J'ai passé l'été en Bretagne, puis à Dinard, Saint-Malo pour l'atelier avec les ados. Ensuite, je suis repartie à Paris pour accompagner les ados, certains ados à Paris. J'ai fait quelques jours de vélo le long des châteaux de la Loire. C'était très sympa, je n'avais jamais eu cette occasion. Et je me suis dit, un voyage à vélo, ça me plairait aussi beaucoup. Mais je ne peux pas amener tout ce que j'amène dans mon sac à dos ni mon ordi, donc ce serait un autre voyage. Et ensuite, je suis partie en Suisse, où j'ai fait Genève, Bienne, Zurich, Berne, où à chaque fois je retrouvais en fait des amis qui habitaient, que j'ai rencontrés dans différentes destinations, qui m'ont accueilli chez eux. Ensuite, je suis arrivée à Munich, puis Prague, puis Chmielice, un petit bled paumé au milieu de la République tchèque, pour un festival. Et ensuite, j'ai pris des bus de nuit et des blabla-cars pour retourner en Suisse et ensuite à Saint-Maximin, à Sainte-Baume, où j'ai vécu 4 jours de design sprints sur le projet d'une amie et d'une collègue sur l'activité physique adaptée pour les personnes avec une maladie chronique. Donc c'était génial, c'était vraiment 4 jours intensifs pour dérisquer une question et en prototypant une solution et en la faisant tester auprès de 5 utilisateurs. Donc c'était 5 médecins qui nous ont donné leur feedback. Et on a fait ça autour d'une piscine, les pieds dans l'eau, dans un cadre vraiment incroyable. Sainte-Maximin, ensuite, je suis là. Voilà, Sophia, Nice. Et la suite, je repars tout à l'heure à Paris, en train, pour initialement des ateliers qui ont été annulés, mais je vais caler d'autres choses, je n'en doute pas. Et j'ai des rendez-vous pro. Je redescends ensuite à Nice pour l'Agile Tour à Sophia Antipolis et pour l'atelier Boost Painting à la clinique Saint-Jean. Et ensuite, je remonte à Paris pour le mois d'octobre, où là, j'ai pas mal de projets, pas mal d'ateliers à développer. Et je pars le 1er novembre à Bangkok et ensuite directement à Chiang Mai. Je ne sais pas combien de temps j'y reste. Je pense qu'après, je descendrai un peu en Malaisie, peut-être en Indonésie. J'ai des projets de Workaway que j'aimerais bien tester. Je ne sais pas si tu connais les concepts de Workaway. Workaway, c'est un site web qui met en relation des gens qui ont des projets et qui ont besoin d'aide, qui aimeraient accueillir des volontaires. Et en échange d'un logement et de la nourriture,
tu viens les aider à développer leur projet. Et c'est dans le monde entier. Ok. Donc typiquement, là, il y avait un projet à Chiang Mai pour accompagner des enfants à faire du sport le week-end ou à apprendre l'anglais. Tu as des projets d'éco-construction, d'éco-village au fin fond de la Malaisie. Tu as beaucoup de choses autour de l'éducation et autour de l'anglais. Et tu trouves vraiment euh, tout type de possibilités. Tu as des gens qui te demandent si tu as des compétences en communication pour les aider à faire de la pub et à développer leur site web pour leur nouvelle auberge de jeunesse qu'ils lancent dans une petite ville. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de notion d'argent. Enfin, tu payes 40 € d'abonnement à ce site pour l'année, donc c'est vraiment rien du tout. Et après, il n'y a pas d'argent qui circule, mais c'est juste je t'accueille chez moi et je te donne à manger. Et en échange, tu travailles entre 2 à 5 heures par jour en fonction de tes compétences. Donc Eux ça, te logent et j'aimerais... te nourrissent, et puis Bah toi, ouais. Génial. Donc ça, j'adorerais. J'en ai identifié quelques-uns. Il faut que je confirme en fonction des dates et tout. Mais j'aimerais au moins en faire un ou deux pendant... Parce que je vais rester 4 mois. Je vais rester jusqu'à début mars. Et je reviendrai en mars pour le hackathon à Strasbourg, à King Elf Camp. Okay. Et en fait, maintenant, je vais vraiment essayer d'avoir des points réguliers dans l'année, des points fixes en fait, qui ont des dates plus ou moins fixes. Donc tu vois, je sais qu'en fin mars, c'est le hackathon à Strasbourg, qu'en septembre, j'ai l'Agile Tour et des événements Faciliton, etc. Et les événements auprès de la rentrée des écoles de commerce pour faire les ateliers. Donc ça, c'est du présentiel septembre souvent, donc dans le sud. J'ai peut-être un congrès en mois de mai sur Paris. Et du coup, je vais essayer d'avoir ces 3-4 points fixes dans l'année où je sais que je serai en France à ce moment-là. Et je communiquerai en mode, si vous voulez faire des ateliers présentiels avec moi, c'est à ces créneaux-là en France. Ouais. Et le reste du temps, tu vois, entre novembre et mars, je pars dans des pays un peu plus chauds pour éviter l'hiver. Et au printemps, je pars plus en Europe. Voilà. Mais justement, là, tu parlais de dire, OK, si vous avez besoin de moi, tout ça. Est-ce que donc, tu expliquais tout à l'heure que sur LinkedIn, tu avais pas mal de propositions. Est-ce que tu proposes tes services sur LinkedIn? Est-ce que tu en parles de temps en temps ou c'est uniquement justement des messages pour partager tes péripéties? Alors, la plupart des posts, je partage un peu les péripéties et je partage les événements pro auxquels je participe. Donc, par exemple, là, j'ai facilité un Faciliton, qui est une communauté qui avait été créée par Viviane Morel pour tester des outils de facilitation dans un cadre ultra bienveillant, totalement gratuit, totalement... et en fait, on se réunit, on organise un atelier avec une thématique, on teste un ou deux outils avec des vrais participants qui nous font un feedback après, donc pour s'améliorer, pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer si on le fait l'atelier pour de vrai dans un contexte pro. Et donc... j'ai perdu le fil de ta question. Est-ce que tu parles de tes services sur Ah oui, LinkedIn? voilà. Donc à chaque fois que j'anime un atelier de ce style, je fais un petit post LinkedIn pour raconter l'atelier. Ouais. Pareil avec les VSS, pareil avec le stage ado. Mais je ne vends pas quelque chose derrière, tu vois. Je partage les choses que je fais en mode, voilà, c'est de façon ludique, punchy, l'animation d'atelier. Et les seules choses si que j'ai peut-être un peu fait de la promotion, c'est de la formation que je propose autour de l'animation d'ateliers en ligne de façon punchy, efficace et ludique. Celle-là, des fois, je fais des petits posts en mode « Hey, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous au prochain créneau de la formation, etc. » Okay. Mais c'est vrai que comme chaque projet est spécifique, en fait, c'est difficile pour moi de vendre quelque chose, de dire voilà, donc je communique. J'ai fait un atelier, je parle de l'atelier. Donc vous savez que je peux co-construire complètement un atelier et l'animer de façon fun et ludique. Ensuite, je fais de la facilitation graphique en live à un webinaire ou une conférence. Je le partage sur LinkedIn avec un post. Ah, trop bien, j'ai adoré faciliter en live. Les gens voient que, bah voilà, je peux faire ça.
Donc, si tu as un projet de faire de la facilitation graphique en live, tu peux me contacter et on peut faire des choses ensemble. Mais finalement, c'est en racontant les journées, les services que tu as pu rendre que les personnes se disent « Ah tiens, ça serait bien parce que pour moi aussi, j'ai un projet similaire. » Donc ton positionnement, il est très clair finalement par rapport à ce que tu proposes. Tu l'as identifié et tu le communiques de manière naturelle dans ta communication. Ouais, alors au début, c'était assez flou parce qu'en fait, j'avais l'impression de partir dans tous les sens et de ne pas avoir vraiment trouvé le fil rouge de tout ça. Et maintenant, j'ai quand même beaucoup plus identifié le côté, en fait, qu'est-ce que je fais vraiment ? Moi, j'anime des ateliers de façon énergique. Moi, vraiment, mon truc qui peut-être me distingue d'autres personnes, c'est l'énergie. C'est la façon de transmettre de l'énergie, le côté fun, le côté ludique, le côté... Ouais, on travaille sur des sujets pas toujours très rigolos, le cancer du sein, des sujets en santé un peu durs, mais on peut le faire de façon punchy, de façon ludique, et on n'est pas obligé de s'ennuyer et de s'endormir dans des réunions en ligne. Ouais. Donc vraiment, voilà, c'est ça que j'essaye de communiquer, et je me dis, voilà, après, si les gens comprennent, entre guillemets, les différents projets que j'ai déjà faits et que ça peut les intéresser, ils me contactent et après on discute ensemble et on voit comment on peut... Et je me dis, c'est toujours adapté, c'est toujours... j'ai pas un atelier template que je peux dupliquer à gogo. Non, mes ateliers d'éducation thérapeutique, ils sont spécifiques à une maladie, à un public, voilà. Mais par contre, je peux le construire de plus en plus rapidement vu que j'ai cette expérience-là pour un autre sujet, pour une autre association. Les ateliers CPTS, je connais bien ce milieu-là, je connais bien leurs problématiques, leurs enjeux. J'en ai animé un sur le thème parcours patient 10 et obésité. Voilà, je peux animer un autre type de parcours patient ou un événement pour apprendre à mieux se connaître entre professionnels libéraux. Voilà, ça reste quand même dans des catégories, dans des... on va dire, le côté... maintenant, de parcours patient... Pardon, excusez-moi. Comme j'évolue dans la santé depuis une douzaine d'années, dans différents écosystèmes, j'ai l'impression que j'arrive à comprendre et à communiquer avec les différents acteurs. Donc, que ça soit des patients, des assos, des médecins, des professionnels libéraux, l'ARS, les institutions, les CPAM, les labos pharma, les développeurs, les startups e-santé. Et en fait, d'arriver à trouver la bonne façon de communiquer, les enjeux de chacun et surtout d'arriver à les faire travailler tous ensemble. Parce que sur certains projets, tous ces acteurs doivent travailler ensemble, sauf que c'est compliqué parce qu'ils ont tous un langage différent, avec du vocabulaire spécifique, des abréviations. Et du coup, moi, mon outil magique pour ça, c'est la facilitation graphique. C'est utiliser le dessin, dessiner des petits bonhommes. C'est pas très beau, c'est pas de l'art. Mais en représentant les choses de façon visuelle, tout le monde arrive à comprendre. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ok, j'avais pas bien compris. Donc c'est comme ça, c'est ça que tu veux dire et c'est dans cette direction qu'on va. Ok. Et voilà, donc ça c'est aussi quelque chose sur lequel j'essaye de communiquer en mode travailler de façon collaborative en utilisant des outils d'intelligence collective que j'utilise dans tous mes ateliers et du visuel que j'utilise en facilitation graphique pour synthétiser de l'info et dans des ateliers pour faire que les gens avancent ensemble et comprennent les mêmes informations. Et finalement, ton rôle, c'est ça, c'est de faire discuter entre eux des corps de métiers différents, des personnes qui ne font pas partie du même service. Donc, c'est ce rôle de lien, finalement, pour faciliter les interactions et pour que le projet soit une réussite. Ouais. C'est super intéressant parce que j'ai l'impression que souvent, justement, ce profil touche à tout et qui a différentes casquettes et qui a vraiment identifié finalement son rôle, remplit souvent ce rôle justement de lien, de maillon entre différents services et personnes. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, complètement, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai l'impression d'être experte en rien, mais de pouvoir comprendre globalement un peu tout.
Ah, je ne suis pas développeur, je ne suis pas experte en informatique. Mais par contre, maintenant, je comprends bien les enjeux et je comprends bien la façon de penser d'un développeur. Et du coup, ouais, tu as raison, le fait de, de s'intéresser déjà à tous les domaines, d'avoir eu plein d'expériences différentes avec différents acteurs dans différents milieux, hôpital, start-up, institution, ça permet d'avoir une compréhension globale et de pouvoir discuter avec toutes ces différentes personnes et de faciliter la parole, de permettre que les échanges entre eux soient fluides, que chacun arrive à se comprendre et de fédérer un petit peu tout ça et de faire en sorte que les projets puissent avancer dans le bon sens. Et tu arrives à le faire comprendre, ça, justement, parce que c'est jamais évident, finalement, de faire comprendre son rôle de lien. Ouais. Nous, souvent, on a des gens enfin, quasiment notre communauté, une grande partie, justement, joue ce rôle, comme je te disais, mais d'en voir l'importance et de se faire payer aussi pour faire ce lien-là. C'est pas évident. Comment toi, est-ce que c'est bien perçu? Est-ce que c'est facilement compréhensible par rapport aux gens à qui tu t'adresses? Ouais. Alors c'est vrai que d'autant plus dans le milieu de la santé, c'est assez nouveau. Ouais. Le côté collaboration, facilitation, c'est vraiment pas des choses qui sont aussi présentes que dans le milieu informatique, où tu vois, avec l'agilité, tu as des Scrum Masters, ce genre de personnes, c'est des métiers qui existent depuis plus longtemps dans certains milieux. Là, en santé, c'est assez récent. Et du coup, c'est tout l'intérêt d'échanger, de communiquer sur LinkedIn, d'essayer d'avoir une petite communauté de personnes qui suivent un petit peu mes activités et qui participent. J'ai créé aussi pas mal d'ateliers en ligne gratuits pour voir un petit peu ce que c'est le fait de réfléchir ensemble sur un sujet et d'arriver à une fin. Et ils comprennent, ils voient l'intérêt de la facilitatrice. Parce que sans, tu pourrais pas arriver au même résultat, en fait. Parce que il faut il faut que ça soit rythmé, il faut pas que ça parte dans tous les sens, il faut arriver à pas qu'une personne monopolise la parole, mais que la parole soit ultra bien répartie, à structurer quelque chose. Et en fait, tout ça, c'est un énorme travail en amont de construction de l'atelier et un travail pendant d'écoute active, de repérage de ce qui se passe, de gestion des énergies. Et ça, c'est un vrai métier, en fait. Ouais, bien sûr. Et je pense que de plus en plus, les personnes en sont conscientes. Et surtout quand elles ont participé à un atelier, elles se disent « Ah, mais c'est fou ce qu'on a réussi à faire en 1h30 d'atelier, alors que depuis 10 réunions, on n'arrive toujours pas à sortir le moindre truc concret. » Voilà. Donc, je pense que c'est comme tout, il faut expérimenter pour en être convaincu. Mais donc voilà, j'essaye de partager un maximum, mais j'essaierai de reproposer des ateliers gratuits d'initiation pour vivre un petit peu une expérience d'intelligence collective sur un projet en santé. Et quelqu'un qui voudrait avoir ton style de vie et qui aujourd'hui regarde ce podcast ou l'écoute, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour commencer? Pour commencer, alors peut-être pas faire comme moi, à savoir tout plaquer d'un coup et aller hop, du jour au lendemain de se retrouver sans maison et avec son gros sac. Faire des étapes. C'est-à-dire que peut-être commencer par partir un mois, aller dans une destination ciblée au début, des destinations où il y a une communauté digitale nomade. Comme ça, tu peux plus facilement faire du lien, rencontrer des gens, voir comment fonctionne un petit peu cette communauté, si ça te plaît ou pas. Ce qui n'est pas forcément une obligation. Enfin, moi, je ne me sens pas toujours ultra alignée avec les nomades que je rencontre. J'ai beaucoup plus d'accroche avec certaines personnes locales. Moi, j'adore découvrir des gens qui vivent vraiment dans le pays, plus que des nomades qui ont un style de vie un peu plus superficiel pour certains. Donc, voilà, si je reviens sur les conseils, donc en conseil, tester, partir un mois quelque part et voir un petit peu ce que ça fait de vivre ailleurs, de travailler d'endroits différents, etc.
En deuxième conseil, c'est un aspect très pratique, mais c'est investir dans des habits en laine de mérinos. Parce que le mérinos, ça sauve la vie des nomades. Non, c'est une matière qui permet de garder le même t-shirt pendant plusieurs jours, voire des semaines, voire une dizaine de jours en transpirant et sans le laver. Tu le remets le lendemain et ça ne sent aucune odeur et c'est juste incroyable. Donc quand tu es en mode nomade où tu changes d'endroit tous les jours et que tu n'as pas forcément de lessive ou qu'il fait froid ou que le mérinos, c'est génial. Ça te permet de prendre moins d'habits aussi dans ton sac. Ce qui va avec mon troisième conseil de voyager léger. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, ton sac, c'est ta maison, c'est ce que tu vas trimballer au quotidien. Il faut essayer de prendre le minimum de choses. Et tu te rends compte qu'en fait, pour vivre, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Et que si vraiment il te manque quelque chose, sur place, tu trouves. Tu es rarement au milieu de nulle part, où tu n'as pas quelque chose pour te dépanner si vraiment tu as un vrai besoin. Voire après, entre personnes que tu rencontres, on peut te prêter quelque chose aussi. Moi, je me suis fait prêter très souvent des habits ou des palmes, un masque que j'ai rendu à la fin de mon séjour ou j'ai prêté d'autres choses. Voilà, ça peut vraiment aussi se circuler et s'entraider. Voilà les conseils, mais en tout cas, c'est de tester, d'oser, d'y aller. Et puis après, on y prend goût. Parce que le voyage, c'est quand même juste incroyable de se dire... en fait, la vie nomade, moi, ce qui me plaît le plus, c'est l'absence de quotidien. C'est qu'il n'y a aucune journée qui ressemble à hier et aucune journée qui ressemble à demain. Et surtout, je ne sais pas de quoi sera fait la journée de demain. Il y a toujours des trucs improbables, ou une opportunité qui pop, ou quelqu'un qui va te proposer quelque chose, ou tu te retrouves à enregistrer un podcast. Je vais te dire. Alors que, voilà. Alors tu m'as juste proposé un café. Ouais, Tiens, je passe à Nice. exactement, je passe à Nice, et voilà, podcast. la suite. Et c'est ça qui est incroyable. Tu vas rencontrer quelqu'un qui fait du boobs painting, tu vas te mettre à faire des ateliers de boobs painting. Voilà, c'est vraiment des choses qui se construisent au fil de l'eau et selon les rencontres, les envies du moment, de se dire mais je suis libre de faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc vas-y, juste teste. Et c'est pas grave si ça foire. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs que j'ai en tête qui soit sortiront jamais, soit vont louper. Mais c'est pas grave, c'est ok. Au moins, j'aurais testé. Voilà. Et là, avant-hier, j'ai enregistré ma première formation vidéo. C'était aussi un challenge, hein, grâce au patient expert que j'adore, qui a tout le matériel chez lui et qui m'a aidé à enregistrer ma formation. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si je vais pouvoir vraiment la vendre, en faire quelque chose, si ça va plaire ou pas. Mais j'aurais essayé. Voilà, je suis passée à l'action, je l'ai faite. Maintenant, on verra bien. Donc voilà, c'est le côté, si tu aimes l'aventure, si t'aimes pas si t'as envie de casser la routine, mais juste go, lance-toi. Après, c'est éprouvant, il faut le savoir, que ça demande quand même beaucoup d'énergie, mais que chacun a des styles nomades différents. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que moi, la plupart des nomades que je croise, ils vivent 3 mois dans un endroit avec une valise, tout le confort dans leur appart, et hop, ils changent et ils vont dans un autre pays et ils restent 3 mois ou 4. Et c'est comme si tu vis chez toi, dans le confort, etc. Moi, j'ai un style nomade un petit peu différent, dans le sens où j'alterne beaucoup de modes de vie très différents. Ouais. Donc, il y a autant des fois, comme à Funchal, où je vais rester 6 semaines dans un appart en coloc au même endroit, donc dans le confort, où je vais avoir le temps de développer mes ateliers, mes cours de sport, où je vais faire du réseau avec les locaux et les gens nomades. Et il y a des fois, comme là cet été, où je vais dormir une nuit à différents endroits, dans des bus de nuit, des hostels, des auberges de jeunesse, chez des copains, où là, c'est quand même ultra fatigant de défaire, refaire ton sac tous les jours, de changer d'endroit, tu dors pas toujours très bien. C'est très, très énergétique, énergivore.
Et en même temps, tu dois trouver des endroits pour travailler, faire tes meetings avec du Wi-Fi au bon moment. Et parfois, voilà, ça c'est vraiment pour moi le plus gros challenge de tous les voyages que j'ai faits, toutes les expériences, c'était la connexion Wi-Fi, quoi. Et j'ai tellement eu de galères, de fin de meeting ou de début de meeting où je suis dans la voiture, il se met à pleuvoir. C'était à La Réunion, ça. D'ailleurs, si je peux la raconter, cette anecdote rapidement. Je sortais d'une séance d'hypnose régressive qui est juste incroyable, avec un hypnothérapeute qui m'a fait parcourir un voyage, mais à l'intérieur de moi, où, bref, je me suis vue dans différentes vies, enfin, c'était juste hallucinant. Je suis sortie de là en mode waouh, voilà, c'était quand même une sacrée expérience. Et là, j'enchaîne un meeting super important pour préparer un atelier. Et il faut que je trouve un lieu. Donc, je prends la voiture. Il se met à pleuvoir, une pluie tropicale. Donc, je commence le meeting au volant avec la vidéo sur le Google Meet. Je trouve par hasard un McDo. Donc, je vais au McDo. Je leur demande le code Wi-Fi. Évidemment, ce jour-là, il y a un problème de Wi-Fi, on ne l'a plus. J'avais un problème. Moi, j'avais plus de. Mon téléphone était HS, j'avais plus de connexion. Je ne pouvais pas faire de partage de connexion sur mon ordinateur. Donc, je cours, je vais dans un resto, je leur demande s'ils ont le Wi-Fi, si je peux me poser là parce que j'ai un atelier animé. Ils me disent oui. Le Wi-Fi marche pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, plus rien. Je cours, je vais à la gare de bus, je me cale, il y avait Wi-Fi gratuit, sauf qu'il ne marche pas. Je demande aux voisins d'à côté de me faire un partage de connexion pour finir d'animer mon atelier. Et juste au moment où je finis, avant d'avoir pu dire au revoir aux gens proprement, le mec s'en va et prend le bus. Donc je me retrouve coupée. Et là, je me dis, ouais, ça c'est quand même, ça c'est sport, quoi. Ça c'est chaud et que des fois il faudrait que j'anticipe un tout petit peu plus les meetings importants, avoir un plan A et un plan B de lieu si jamais j'ai une galère technique de Wi-Fi. Voilà, donc j'essaye maintenant de plus en plus de caler, on va dire, les meetings quand je sais un peu si je... Enfin, non, le problème, c'est que je sais pas. C'est que souvent, comme je suis dans un nouvel endroit, je sais pas trop les conditions et je sais pas exactement voilà, si le Wi-Fi sera bon ou pas. Et je suis quand même obligée de dire oui à certains meetings et à les caler. Donc, c'est un peu le coup de chance ou pas coup de chance, quoi. Donc, voilà. Après, à l'étranger, maintenant, j'achète une puce. Là, en Asie, je vais acheter une puce pour avoir du Wi-Fi quand même tout le temps. J'avais vu qu'il y avait un site qui recensait justement tous les endroits pour les nomades digitaux et l'une des notations, c'est le Wi-Fi, l'état de la connexion, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, c'est des cafés qui sont notés justement par rapport là, c'est à la vraiment les connexion. destinations avec. Oui, exact. Je sais pas si tu connais ce site. Je le mettrai dans les commentaires. Je connais tout à fait. Ça met sur la sécurité, sur la langue, sur l'accès au Wi-Fi. Il est génial ce site, il est très bien fait. Il y a un autre site où ça note des cafés en fonction du bruit, s'il y a des prises pour te brancher et le Wi-Fi. Mais tu vois, il y a des destinations, par exemple La Réunion, c'est pas un spot de digital nomade. Donc là, il n'y a aucune info sur est-ce qu'il y a du Wi-Fi ou pas. Donc c'était un peu de la découverte. Bon, et dernière question. Ouais. Là, avec ton style de vie actuel, donc tu vis au jour le jour et tu prends les choses comme elles viennent, etc. Est-ce que tu as réfléchi un peu à un futur un peu plus éloigné, en plus long terme, ou c'est quelque chose que tu mets plus loin? Alors là, clairement, à la question quand est-ce que tu arrêteras d'être nomade ou je pourrais absolument pas répondre à ça maintenant. On va dire que oui, peut-être à un moment. En fait, ça dépendra vraiment. Peut-être que je ressentirai le besoin à un moment de me poser dans un vrai chez moi et d'avoir une base un peu plus solide que ma cave, où quand j'y retourne, j'ai toutes les fringues qui sentent la moisissure. Donc c'est assez compliqué à chaque fois quand je reviens à ma cave. Donc peut-être qu'à un moment, oui, j'aurais envie de me poser quelque part pour souffler, pour développer des projets plus en étant ancré quelque part.
tout en continuant à voyager quand Mm. même, hein. J'imagine pas d'arrêter de voyager complètement, mais en tout cas peut-être un petit peu moins tout le temps, entre guillemets. Et surtout, voilà, d'avoir peut-être un côté où je sais que j'ai un point d'ancrage où je peux aller me ressourcer quand j'en ai besoin. Parce que là, c'est ce qui est le plus Mm. compliqué actuellement, c'est que entre mes gros voyages, Réunion, Antalya, Madère, ben, quand je reviens ici, j'ai ma cave où je récupère mes habits, mais après, ben, je vais dormir chez des copains à droite à gauche. Ouais. Donc c'est pas non plus, je suis jamais seule, Ouais, pied je à suis terre, tout le temps finalement, avec ouais. des gens, je suis tout le temps dans le partage, du Ouais. coup je leur raconte tout ce qui s'est passé, donc c'est tout le temps à Mm. raconter, à partager cette énergie. Ouf. Ouais. Et il y a des moments où je me dis, ah, mais en fait, j'aimerais bien me poser toute seule une fois, juste ouf, et me poser, réfléchir, processer tout ce que je viens de vivre, voir tout ce qui me reste à faire, tout ce que j'aimerais faire dans les projets. Et voilà, et ça, c'est vrai que c'est. Donc on verra, on verra. Mm. Je peux pas te dire. Là, je sais que je repars pour voilà, l'année prochaine, 4 mois en Asie, en France, je repartirai en Europe. J'ai quelques pistes d'endroits. Donc toute l'année prochaine Ça, déjà bouquet. sera nomade, je pense. Mais après, on verra. Puis ça dépend des rencontres Bien aussi. sûr. Bien sûr. Qui je rencontrerai. Bon, écoute, en tout cas, moi, je suivrai ça avec beaucoup d'intérêt. Je regarderai les histoires sur LinkedIn. Et puis, quand tu repasses ici, on peut-être en enregistrer un épisode 3. Mais avec grand plaisir. Et pour les personnes qui, aujourd'hui, voudraient en savoir un peu plus sur toi, par rapport à ce que tu proposes, et également suivre tes aventures, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Et bien sur LinkedIn, Ouais. du coup, Marine Dunier. Et après, j'ai un site web, alors un prototype de site web qui s'appelle acovao.com, A-C-O-V-A-O, où je mets un petit peu là, mes différentes activités. Un jour, peut-être, je ferai un vrai site web un peu plus joli, mais ça fait partie de la longue to-do list de projets à venir. Ok. Bah, écoute, Marine, c'était un vrai plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt. Bah, merci beaucoup, Et bon vraiment, un plaisir partagé. À très bientôt. À bientôt.